Mathieu, Julien? aujourd'hui je voulais qu'on parle de choix. De, Le choix. de Le choix. choix dans... Le choix. Bah, de choix tout court, hein, voilà. Le choix. Le choix. Le choix. Non, plus spécifiquement, je parlais Dans de... choix. Non, de choix dans les scénarios, dans les histoires, Ah! dans les jeux de rôle. Mais oui! Souvent on parle de ce fameux effet couloir. Déjà, est-ce que tu pourrais définir ce que c'est un effet couloir? L'effet couloir, c'est lorsque... Alors, pour moi, attention, hein, c'est pas une référence absolue, hein, mais pour moi, l'effet couloir, c'est lorsque les joueurs se rendent compte qu'ils sont dans un couloir narratif. D'accord. Donc C'est-à-dire- il faut que les joueurs s'en rendent compte. Ah oui, oui. D'accord. L'effet couloir, ouais, parce que l'effet couloir, pour moi, c'est un effet qui se Oui, qui se voit, sent, en fait, qui se sent, ouais, ok. qui se ressent. Ouais. Et les joueurs en ont la sensation, c'est-à-dire qu'ils sont dans un couloir. Donc un couloir, ce que ça veut dire, c'est qu'on n'a qu'un chemin à prendre, et il n'y a pas d'autre possibilité narrative d'aller vers notre destination. Ouais. Et Alors, on pourrait s'attendre à ce que ça soit quelque chose de négatif, un effet couloir. Mhm. Je prendrais... Alors, je vais pas prendre position pour l'un ou pour l'autre, mais je défendrais quand même le fait que l'effet couloir, normalement, démarre et est en général voulu par le maître du jeu, parce que c'est lui qui a quand même les rênes du scénario en main, bien que les joueurs peuvent l'avoir aussi, mais c'est lui quand même qui va donner cet effet et qui va essayer de calquer l'univers, l'environnement et les événements pour qu'il y ait juste qu'une voie à suivre. Et je pense que c'est pas forcément une mauvaise chose, parce que ça peut être quand même assez efficace si les joueurs s'amusent. Si les joueurs s'amusent, qu'ils ressentent l'effet couloir, qu'ils le ressentent pas, je vais te dire, s'ils ont passé une bonne session, bah, tant mieux. C'est pour une première, pour des gens qui découvrent le jeu, un effet couloir, ça peut être très intéressant, parce que ils savent pas ce que c'est le jeu de rôle, donc ils vont découvrir un peu comment ça marche, ils vont être un peu timides. Du coup, l'effet couloir, c'est bien, parce que déjà, ils vont pas s'en rendre compte. Pour le maître du jeu, c'est du travail à moins que d'imaginer ce qui pourrait se passer sur les côtés du scénario. Et en même temps, si tout le monde s'amuse, c'est très bien. Alors, moi, je vais niveler un peu ton propos quand même. Ouais, allez-y, nivelez, ouais. Je pense que... Donc, bon, déjà, Effet couloir. essayons de définir un peu, ne faisons pas comme la dernière fois où on n'a pas du tout défini la magie. Un effet couloir, c'est donc, d'après ce que tu viens de dire, c'est l'effet ressenti lorsque les joueurs comprennent ou sentent qu'ils sont dans un scénario qui n'a qu'une seule voie possible finalement. Et qu'à chaque fois qu'ils vont essayer, si jamais ils le peuvent tout simplement, de sortir de la voie principale, ils vont se retrouver fatalement à toujours suivre le même chemin. En fait, ils sont un peu destinés à passer par certaines étapes. Je pense que c'est ça aussi c'est ça l'idée, c'est de se dire, il y a des checkpoints en fait tout au long du scénario, et il faut que les joueurs passent par ces checkpoints, et parce que le maître du jeu en a envie en fait, parce que c'est l'histoire qu'il avait en tête. Et donc il faut que au début ils soient dans la taverne, que après ils se fassent aborder par machin, qu'ils aillent voir la sorcière du coin pour récupérer telle potion, qu'ils fassent le voyage, qu'ils tombent sur l'ours des cavernes, qu'ils rentrent dans la caverne et qu'ils aillent déposer la potion sur le piédestal magique sacré, etc. D'accord. C'est bien ça. Oui, voilà, c'est hyper bateau, mais voilà. Et donc il faut que les joueurs fassent ça, parce que le maître du jeu il a rien prévu d'autre, et le maître du jeu ne se sent pas de faire autre chose, et surtout il y a un gros truc qui arrive à la fin qui est super important pour la suite de la campagne, et donc il faut qu'absolument il fasse ça parce que c'est très important. Et ça, malgré le fait que ça va permettre l'avantage, c'est que ça va permettre de dérouler l'histoire qu'avait prévu le maître du jeu. C'est-à-dire que, entre guillemets, ça va permettre de dérouler le scénario optimal. C'est l'histoire optimale prévue par le maître du jeu. L'effet négatif, c'est que ça restreint toute forme de liberté. C'est-à-dire qu'en gros, si on le pousse au maximum, cet effet-là, en fait, on perd le côté actif, côté acteur des joueurs dans le jeu de rôle. Donc, en fait, on se retrouve face à un simple film, en fait.
pas un film, mais film interactif. Une histoire qui est racontée par le maître du jeu. Et finalement, les joueurs n'ont que très peu de choses à dire sur ce qui va se produire dans le jeu. Un peu comme une histoire dont vous êtes le héros presque. Bah non, parce que même dans l'histoire où vous êtes le héros, il y a plusieurs routes possibles et plusieurs fins possibles. Donc en fait, même on va dire le proto jeu de rôle qui est le livre dont vous êtes le héros, n'a pas d'effet couloir en fait. Justement, c'est pour casser l'effet couloir. Moi, je dirais plutôt un simple roman. Il y a un roman où en fait tu lis l'histoire du point A au point B, du début à la fin. Tu n'as qu'une seule voie possible. Tu es destiné à aller à la même fin que tout le monde à la fin du livre. Alors certes, ça va te donner l'histoire la plus intéressante, puisque c'est celle que l'auteur a décidée, mais du coup, tu n'as aucune liberté en contrepartie. Ouais. Et donc, le pendant à ça, c'est l'effet inverse, on va dire, c'est l'histoire à choix multiples, on va dire, c'est l'infini des chemins, on va dire. Et là, par contre, t'es dans l'opposé inverse, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun chemin prédéfini. T'es plutôt dans une espèce t'es plutôt dans une espèce d'univers, t'es dans un open world, comme dans les jeux vidéo, t'es dans un monde ouvert, t'as un monde, t'as une carte qui est prévue, il y a tel endroit, il y a telle chose, à tel endroit, il y a telle chose, à tel endroit, il y a telle chose, et s'ils se pointent à tel endroit alors qu'ils ont récupéré tel truc, il va se passer ça, s'ils se pointent à tel endroit alors qu'ils sont pas tous au même endroit et qu'ils ont tué machin, et il va se passer ça, et donc en fait, c'est beaucoup plus long à écrire parce que forcément il faut écrire toutes les possibilités de tout ce qui peut se passer à tel endroit. C'est du temps. Et donc c'est extrêmement compliqué de l'écrire, mais par contre ça se fait très bien en improvisation. C'est-à-dire que faire une carte en disant là il y a machin c'est un forgeron, là il y a machin, il y a machine c'est une sorcière, là il y a machin c'est un druide mais il aime pas la sorcière parce qu'il a eu une aventure avec et qu'elle l'a quitté pour aller avec le prêtre du village, je sais pas quoi. Voilà, tu peux écrire tout un background et ensuite boum tu poses tes joueurs au milieu, tu dis voilà maintenant qu'est-ce qui va se passer. C'est à vous, démerdez-vous. Qu'est-ce qui va se passer. Et après par contre t'écris pas si jamais ils vont à tel endroit alors qu'ils ont tué machin, tu te laisses porter par le truc et en fait tu laisses la logique te guider à ce moment-là. En gros tu te dis fatalement si lui il était amoureux de l'autre et qu'ils l'ont dézingué, forcément l'autre il va pas être joie s'il va les attaquer. Bon ça c'est évident, t'as pas besoin de l'écrire à l'avance. Tu te dis forcément s'ils avaient une aventure et que l'autre ils les ont tués, voilà il est pas content quoi. Et pas besoin de l'écrire, ça, c'est évident. Voilà. Oui, c'est un peu le bac à sable, et tu mets des espèces tu mets des objets narratifs sans trop... Des objets narratifs, ouais, exactement. Sans trop... sans trop sans trop d'écriture, mais ils ont quand même un élément narratif en eux. Tu le déposes un peu partout sur le bac à sable, et après, c'est aux joueurs c'est aux joueurs de jouer avec ces cubes-là, et avec ces objets narratifs. Ouais. Et entre guillemets, là, à ce moment-là, le maître du jeu n'a plus qu'à, alors c'est un gros travail, mais n'a plus qu'à improviser en fonction de la logique des choses. Donc ça demande quand même une certaine concentration de la part du MJ. C'est peut-être plus difficile que le fameux couloir, parce que le couloir, il y a qu'un seul chemin, on l'a vu, le MJ l'a préparé en long, en large, en travers, il sait ce qui va se passer. Si on prend le fameux couloir le plus typique, c'est le pièce porte couloir, quoi. Porte monstre trésor. Ouais. Voilà, c'est ça. Mais en gros, le couloir, c'est le cas typique du MJ qui lit son livre, quoi. C'est un peu ça. Oui, c'est ça. Bon, et encore que dans les livres de scénario, il y a quand même plusieurs chemins possibles aussi à certains endroits, etc. Donc ouais, mais il lit son livre. Il lit son livre, oui. Il n'y a pas d'autres possibilités en dehors du livre, presque. Il n'y a qu'une seule façon de passer la porte, c'est de faire ça. Ouais. Il n'y a qu'une seule manière de battre ce monstre, c'est comme ça. Il n'y a qu'un seul chemin possible dans le donjon, c'est celui-là. Et à la fin, vous allez gagner qu'un seul trésor, et ce sera toujours celui-là. Et à la limite, le seul choix que vous avez, c'est de perdre, en fait. Et c'est de gagner ou de perdre, quoi, voilà. Et c'est vrai que c'est un peu ce qu'on essaye de faire passer par les podcasts d'immersion narrative, c'est que il n'y a pas que le maître du jeu qui est garant de l'histoire, il y a aussi les joueurs. Oui, et si les joueurs ont envie d'aller vers telle direction pour résoudre le problème, mais que le MJ n'a pas du tout prévu, il faut quand même il faut trouver la force et les techniques pour passer un bon moment et pour aller là où on n'aurait pas prévu d'y aller. Ouais. Vous gagnez en liberté et vous gagnez en plaisir de jeu, je pense. C'est pour ça que je pense, à mon humble avis, qu'il faut à tout prix éviter un scénario qui est entièrement couloirisé. Ouais. Sortons des termes bâtards. Mais voilà, un scénario qui est complètement en couloir, ça empêche tout ajout des joueurs à l'histoire.
puisque l'histoire est déjà écrite en fait. Il n'y a pas besoin des joueurs dans l'histoire là. Les joueurs ils sont là, ça aurait pu être quelqu'un d'autre, ça serait pareil en fait. Donc c'est dommage parce qu'en fait on se passe de la créativité des gens qui jouent les personnages qui ont quelque chose à apporter au récit, il faut pas le négliger. Du coup, pour toi, une session de jeu de rôle optimisée, ça serait une part d'improvisation et une part de scénario prévu. Ouais, exactement. Un peu ça, ouais, exactement. C'est ce que j'allais, c'est vers quoi je l'ai dirigé. Ouais. Pour moi, en fait, il faut mettre un peu des deux. Parce que je pense que un effet couloir, en fait, je pense qu'il faut le voir comme un jeu vidéo. Un jeu vidéo, quand tu commences ton jeu, même quand tu commences un GTA ou un Zelda, les derniers Zelda, qui sont en open world, t'es pas lâché comme ça. T'es pas lâché direct dans le monde. T'as une petite intro qui est couloirisée, c'est-à-dire en gros qui t'apprend les bases du jeu, qui t'explique voilà, pour sauter il faut appuyer sur tel bouton, pour se battre il faut faire ça, l'arme machin elle peut se casser, etc. Quand t'es dans GTA, voilà, l'argent te permet d'acheter des trucs, etc. Donc t'as quand même une phase un peu tutoriel qui est couloirisée. Qui te permet en fait de comprendre les bases et ensuite ça te lâche dans le monde ouvert. Ouais. Bon, ça c'est un peu tous les jeux, j'ai envie de dire. Tous les jeux à monde ouvert. Ouais. Parce qu'il y a des jeux qui sont pas à monde ouvert du tout. Il y a des jeux où t'es en mode couloir tout du long, quoi. Les premiers Uncharted, par exemple, t'étais en mode couloir tout du long, ou même les Tomb Raider, en fait, finalement. T'avais une pièce, tu résolvais la pièce, t'allais t'avancer. Tous les anciens jeux. Ouais, Mario, quoi. Les anciens jeux qui avaient pas la capacité d'être en open world. Mario, en fait. c'était littéralement un couloir, presque. C'était littéralement couloir. Ouais, tout à fait. Et maintenant, on a la capacité de faire des open world, donc c'est vrai que ça arrive de plus en plus. Mais il y a encore des jeux qui sont en mode couloir et qui sont très bien, hein, c'est pas le souci. Mais là, en l'occurrence, dans le jeu de rôle, nous, ce qu'on cherche, c'est un peu la liberté des joueurs pour qu'ils puissent apporter quelque chose, pour qu'ils puissent apporter leur pierre à l'édifice, en fait. Donc, je pense que commencer, par exemple, c'est un exemple, commencer par une phase couloir où il n'y a pas vraiment de choix possible, etc. C'est bien. Allez-y, tac. Ensuite, vous laissez, une fois qu'ils sont bien dans la mouise et qu'ils ont compris les tenants et les aboutissants de l'histoire, vous les laissez dans un monde ouvert où ils peuvent aller, machin, ici, là. Ils n'ont pas un carrefour. Ils n'ont pas un carrefour. Bien qu'un carrefour, c'est plutôt une sortie de couloir. Et là, ils n'ont pas 4 chemins ou 2 chemins. Ils ont la vallée, quoi. Voilà. Et ensuite, vous les laissez comme ça. Et après, à la limite, vous pouvez, si vous voulez, une fois terminer sur un effet couloir. C'est-à-dire, en gros, peu importe ce qu'ils ont fait, il y a un moment donné, l'horloge tourne et à tel moment, à telle heure, le méchant arrive et prêt ou pas prêt, c'est la bataille finale. Et là, ça se déroule de telle façon à ce que s'ils sont prêts, ça se passe bien. S'ils sont pas prêts, ça se passe très mal. Et voilà. Oui, parce que c'est vrai que certains pourront te dire, ouais, d'accord, mais si je les laisse dans un monde ouvert, ils vont flâner, ils vont rien faire, et au final, le dénouement que j'aurais prévu à la fin, il va pas se passer parce que du coup, ils sont en train de flâner. Alors déjà, moi, j'ai envie de répondre à cette personne-là. Déjà, c'est pas une mauvaise chose. S'ils ont envie de flâner, qu'ils ont envie de discuter avec le mec dans la boutique parce que c'est un gnome et qu'ils en ont jamais vu, etc. Et si ça leur plaît, mais laissez-les faire, en fait. S'ils s'amusent en faisant ça, mais c'est bon, en fait. Il n'y a pas besoin de plus. Tu les mets dans un village, ils sont en train de faire leur vie, ils sont contents. S'il y en a aucun qui s'ennuie dans le tas, parce que c'est ça aussi, il faut qu'il n'y en ait aucun qui s'ennuie dans le tas. Ouais. S'ils s'amusent tous et qu'ils se marrent, mais en fait, vous pouvez passer toute la session dans la taverne, en fait, s'il faut. Il n'y a pas de souci, en fait. C'est juste, enlevez-vous la pression de faire une aventure épique. Si les mecs, ils s'amusent dans la taverne, laissez-les dans la taverne. Il peut se passer des tas de choses dans une taverne. Donc, pas, il peut y avoir de la bagarre, de la conversation, de la séduction, du marchandage. Même tu peux mettre des événements qui ont un lien avec le dénouement que vous auriez prévu à la limite dans votre histoire. Oui, voilà. Alors après, voilà. Donc c'est ce que j'allais dire. Après, si vous voulez absolument qu'ils combattent le gros boss parce que vous l'aviez prévu et que vous savez que c'est comme ça qu'ils vont bien terminer la séance, parce que certes vous savez qu'ils vont s'amuser dans la taverne, mais vous avez quand même envie de leur faire battre le boss parce que il faut les pousser un peu, mais vous savez que c'est ça qui va aussi décupler encore leur amusement. Forcez-leur un peu la main, un petit peu. S'il faut juste les pousser un peu à ce que ils sortent de la taverne pour aller se préparer à battre un dragon, vous faites rentrer un mec dans la taverne qui dit on a aperçu un dragon qui arrive dans la vallée, les guetteurs savent pas trop où il est, mais ils pensent qu'il sera là d'ici la nuit tombée. Voilà, là ça leur fout suffisamment la pression pour qu'ils se préparent, voilà. Donc il y a moyen de les remettre dans la course s'il faut.
On pourrait même dire que c'est une bonne technique pour arrêter la session si elle est déjà assez longuette, Oui, pour pouvoir la reprendre plus tard. tout à fait. Parce que ça, c'est vraiment un bon moment pour dire aux joueurs, ah là, vous arrivez au sommet d'un arc narratif, mais ça sera la prochaine fois. Ouais. Ça les fera revenir. Ça les fera revenir, ils sont en pleine énergie pour trouver un jour pour continuer la session. Surtout qu'ils ont pris le temps de se reposer à la taverne, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, voilà, ils ont rencontré des gens, etc. Oui. Non, je pense que les phases de taverne, faut pas les négliger. Enfin, je dis taverne, évidemment, c'est un taverne ou autre, hein, c'est la cantina, c'est ce que vous voulez, c'est juste le village, ou même juste ils sont dans une société de druides, le bosquet des druides. Voilà, dans le bosquet des druides, et puis ils parlent avec Pierre, Paul, Jacques, et puis ils apprennent des choses, et ils sont contents, ils apprennent du lore, et vous aussi, ça vous fait passer un petit moment de pause. Il n'y a pas besoin que ce soit sans arrêt des combats, quoi. C'est pas, Jacques le druide. Donc voilà, pensez jeux vidéo. Vous avez un monde ouvert, et de temps en temps, ils arrivent à un endroit, et il y a une cinématique. Et la cinématique, c'est un moment de couloir. Et entre guillemets, là, c'est sous-entendu, vous leur dites pas clairement, mais vous dites à vos joueurs, bon là, il y a une petite partie scriptée. Et ça les gênera pas si c'est limité, et au contraire, ça peut décupler leur envie, et ensuite ça permettra de leur donner encore plus envie de voir la suite et de découvrir peut-être encore une autre zone qui s'ouvre grâce à cette cinématique, peut-être par exemple. La cinématique, c'est que en fait vous rentrez dans la boutique et puis vous voyez du sang par terre, et puis ça mène à un autre endroit, vous arrivez dans les égouts de la ville, et là dans les égouts vous découvrez qu'il y a des monstres, une société, enfin voilà, il se passe des tas de choses, et donc ça vous ouvre un nouveau truc. Alors toute la partie où vous avez suivi les traces de sang, peut-être que vous avez combattu le meurtrier ou machin, c'était peut-être très couloirisé, mais après ça leur réouvre un autre monde ouvert. Donc ne pensez pas combat pièce, pensez combat pièce, puis ensuite monde ouvert, et ensuite de nouveau une autre partie scriptée. Ça peut être c'est beaucoup mieux parce que ça permet vraiment de libérer un peu l'imaginaire et la liberté des joueurs. Ça leur permet voilà d'apporter leur inspiration. En fait. Ouais, il faut alterner un peu entre phase ordonnée et phase chaotique. Chaotique là où on sent que les possibilités sont immenses, et du coup on est submergé par la liberté. Donc ça c'est un peu le chaos. Et l'ordre, ce serait le MJ a prévu telle scène très spectaculaire, très codifiée, avec peut-être des éléments de lumière, des éléments de son, quelque chose qui va dans le spectacle de la parole, un spectacle de visuel, et alterner, je pense, ces phases chaotiques et ces phases ordonnées, ça peut être une bonne recette pour une bonne partie. Ouais. Je voulais donner un petit message aussi pour la fin. Ça peut être intimidant en fait de se dire qu'on va laisser les joueurs dans un univers libre, dans un monde ouvert comme on l'a dit, parce que du coup forcément on est beaucoup moins en sécurité vis-à-vis de ce qui peut se produire. C'est-à-dire que si les joueurs se décident à faire absolument n'importe quoi, voire à tuer le personnage principal que vous aviez prévu, qui était super important pour la suite, machin, ça peut faire peur en fait. Je pense que ça peut faire peur pour des MJ qui sont peut-être un peu débutants. Je pense que ça vaut le coup de faire un travail sur soi pour lâcher prise là-dessus, et de se dire écoutez, si le personnage principal que vous avez prévu dans votre histoire meurt, en fait c'est pas grave. Alors c'est d'autant plus pas grave qu'il va y avoir des répercussions là-dessus, parce que s'il est hyper important, et qu'il meurt, ça va faire encore, ça va donner lieu à d'autres arcs narratifs encore plus importants. Ou alors dites-vous que c'est grave, mais c'est pas grave pour vous, parce que vous, en fait, vous êtes en vie déjà. Non mais oui, déjà. Non mais vous êtes Dieu dans l'histoire, donc en fait vous avez littéralement une infinité de possibilités pour rattraper la situation, et j'ai même envie de dire, si vous êtes un minimum talentueux, et je pense que tout le monde l'est plus ou moins, en tout cas avec l'expérience ça vient, vous pouvez même trouver le moyen pour que ça devienne encore plus intéressant, parce que vous aviez prévu qu'ils aillent voir la sorcière pour récupérer l'arme magique qui va tuer le dragon. Manque de bol, il y en a un dans le tas, c'était un paladin, il a zigouillé la sorcière parce que c'était une hérétique. Du coup ça veut dire pas d'arme pour zigouiller le dragon. Alors du coup qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Tu vas faire quoi? Voilà. Trouvez
trouver. Tu dis aux joueurs, bah voilà, mais maintenant vous avez zigouillé la sorcière, comment vous allez faire? Donc là, du coup, ce qui vient en tête, c'est de se dire, alors peut-être qu'il y a d'autres magies qui peuvent zigouiller le dragon. Comme lui, c'est un paladin, peut-être qu'il va se tourner vers l'abbaye du coin, où il y a peut-être l'artefact, le reliquaire de saint machin, qui va peut-être permettre de vaincre le dragon. Alors ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on peut cibler, que peut-être qu'on parlera dans un autre épisode. C'est il y a un moment de il y a un moment dans une table de jeu de rôle où il y a un besoin de réflexion sur la suite des événements. Ouais. Et je pense que ce que tu viens de dire là, c'est typiquement ça, c'est que on arrive à un nœud narratif, et là, on a besoin que tous les joueurs s'harmonisent sur leurs idées, sur ce qu'il est possible de faire, sur où on va aller. Et je pense que cette scène est très importante en fait. Cette scène d'histoire. Et je pense qu'il ne faut pas la négliger, et il faut vraiment laisser libre cours à l'envie des joueurs de faire émerger des propositions et de voir un peu où ça peut aller. C'est vraiment une... Et l'avantage que vous aurez, c'est que comme vous n'aurez pas écrit tout en mode couloir, bah vous-même, en fait, vous avez vous-même la liberté, en fait, de vous laisser l'inspiration, de vous laisser la place à l'improvisation. Et ouais, ça c'est beau. C'est-à-dire que s'il y a un joueur qui justement vous dit ok, j'ai zigouillé la sorcière, mais est-ce que moi avec mes pouvoirs divins je peux pas prier pour avoir une arme magique que mon dieu me donnerait, qui permettrait de tuer le dragon, et vous en fait vous y avez pas pensé, vous disiez ah putain pardon, encore une fois, je l'ai dit. Ouais, c'est dingue ça. Et ouais, mais c'est parce que je viens du sud, alors du coup, voilà, c'est cool. Vous vous dites, ah mais oui, effectivement, il y a des pouvoirs divins dans l'univers que je suis en train de jouer. Du coup, qu'est-ce qu'il faudrait pour tuer un dragon avec des pouvoirs divins? Peut-être qu'il faudrait vraiment un truc vraiment très puissant en termes de magie sacrée. Donc après vous imaginez peut-être qu'il y a une abbaye un peu plus loin dans la vallée où les moines gardent un reliquaire de Saint Christophe de je sais pas quoi, et en fait c'était justement, il était connu pour fendre des bêtes gigantesques, et il reste que la pointe de sa lance. La pointe de sa lance dans un coffret finement ouvragé. Et la légende dit que si on forge une épée avec le fer de cette lance là, et ben elle pourrait pourfendre un dragon. Là tu leur donnes la solution sur un piédestal. Non mais ça c'est vous qui l'imaginez. Oui. Mais après vous distillez l'information au fur et à mesure. Vous allez voir, tu dis t'as entendu parler effectivement qu'il y a une abbaye avec un reliquaire justement d'un saint qui peut-être pourrait vous aider à aller voir. Puis vous arrivez là-bas, et puis les moines ils sont pas contents de les voir parce qu'ils sont ils ont fait vœu de silence, alors ils ont pas le droit de parler, et puis voilà. J'ai envie de jouer. Mais c'est de l'impro de base en fait. Ça vient tout seul en fait. Ça vient tout seul une fois que les joueurs en fait vous écoutez les idées des joueurs. Ça peut venir vite, et ça peut venir tout seul. Et c'est justement la liberté que vous aurez laissée aux joueurs et à vous-même qui vous permettra d'avoir de la place pour cette improvisation. En fait. Si vous êtes tout en couloir, vous n'aurez pas d'improvisation, et ce sera moins bien. Bon allez Julien, avec tout ce que vous avez dit, moi j'ai envie de jouer, donc on va vous laisser. Hein. Ouais, allez, on va jouer à ce que avec la lance là, ça m'intéressait, je vais faire un perso. Ok, ça marche. Et on se recapte la prochaine fois. Ouais, on se dit à la prochaine fois pour un nouvel épisode du coup. Voilà. Ciao.